Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui est un peu spéciale parce que je vais vous parler des films que j'ai pu voir en juillet et il y a pas mal de choses à dire. Entre déception, mauvais goût et petites surprises, on va passer par tous les états, alors asseyez-vous, c'est parti, générique. On va commencer cette vidéo avec le premier film que j'ai pu voir en juillet, Arthur Malédiction. Oh putain Maxime, oh putain c'est quoi ce bordel? Film réalisé par Barthélemy Grossman qui n'a rien fait d'intéressant avant hormis peut-être les séries No Limit et les Lascars, il nous livre une version horrifique du film pour enfants Arthur et les Minimoys. Il nous raconte l'histoire d'Alex, grand fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où les films ont été tournés. Aucun d'eux ne se doute alors qu'il se dirige vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar. Bon, le pitch est un peu intéressant et surtout ça sort sur la vague de passer les films de l'enfance en films d'horreur, par exemple Winnie et Porcinet. En plus scénarisé et approuvé par Luc Besson, qui d'ailleurs le voyait comme le 4e opus de sa saga, on pouvait y croire très fort à ce projet. Des acteurs peu connus, un budget de 2,24 millions, un réalisateur peu connu et un grand nom déchu au scénar, ça ressemble à un film Blumhouse, non ? Ah mais oui, j'oubliais, on est en France, on n'est pas capable de faire des films d'horreur comme aux États-Unis. Et oui, malgré l'idée de base qui pouvait être super intéressante et qui avait un énorme potentiel, ce film est une pure daube. Rempli de clichés tirés de teen movies, de faux raccords, de personnages pas attachants du tout. D'ailleurs, on est même content qu'il meure parce que c'est tellement long à venir qu'on a envie que ça s'arrête en bas de sang très vite. On a même l'impression que Luc Besson prend un malin plaisir de mettre sa franchise au bûcher tellement c'est mauvais et anecdotique. Et alors la fin, Osef. J'en ai même rigolé tellement c'était débile. Une morale à 2 balles. Les films, ça peut faire de gros dégâts. Genre, on est dans Scream. Comme si Arthur et les Minimoys pouvaient faire vriller l'esprit des gens, c'est à mourir de rire. Au final, ne vous attardez pas pour aller voir Arthur Malédiction, ou de le voir plus tard, ça sert strictement à rien, vous allez perdre votre temps. C'est le moment. La lune est pleine. On va s'occuper de toi. On passe au deuxième film, Les Mignons 2. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Réalisé par Kyle Balda, réalisateur du premier volet des Mignons et le 3e volet de Moi Moche et Méchant, il nous raconte l'enfance dans les années 70 de notre vilain préféré, j'ai nommé Gru et sa coopération avec ses mignons. Dans ce deuxième opus, Gru entreprend de rejoindre son groupe de super vilains favoris, les Vicious Six, dont le leader Will Carnage a été évincé. Si c'est l'occasion rêvée pour prendre sa place pour Gru, son admiration pour le super vilain le pousse à réévaluer ses priorités et à comprendre que même les plus vifs vilains ont besoin de copains. Connaître l'origine story de Gru est un point très important, sachant que les références à Moi Moche et Méchant sont plus que nombreuses. Mais hormis cela, le film ne raconte pas grand chose, pour ne pas dire rien. Le rôle des mignons dans ce film ne sert qu'à diviser le groupe de protagonistes pour multiplier les péripéties. La seconde moitié du film s'enlise dans une partie où aller d'un point A à un point B n'a jamais été aussi laborieuse. On sait très bien déjà où on va et ça va pas très vite. Mais bon, on ne demande pas à ce que le scénario soit riche, mais on lui demande de nous donner la banane. Mais aussi grâce à son humour à 2 visions. Une pour les enfants pour le côté gaffeur, stupide et le langage des mignons, et une pour les adultes par l'avalanche de références comme les costumes rappelant Kill Bill, mais aussi Bruce Lee et Karate Kid pour l'entraînement au Kung Fu. C'est grâce à cela que Les Mignons 2 est un film drôle et barré qui donne la banane. Et cela fait vraiment plaisir de les retrouver et encore une fois de retrouver aussi Gad Elmaleh au doublage de Gru. Au final, Les Mignons 2 est le dessin animé de cet été qu'il faut absolument voir pour avoir la banane et passer un bon moment. Mignons, rassemblement. Je ne sais pas. Film suivant, Crypto et les super animaux. Debout, Leftar, il est promenade des cartes.
Film réalisé par Jared Stern et Sam Levine, dont c'est leur premier film, il nous raconte l'histoire de Krypto, le super chien de Superman, qui se retrouve face à un défi immense. Sauver son maître enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d'Inde, Lulu, alors qu'il n'a plus de pouvoir. Pour cela, il va devoir faire équipe avec une bande d'animaux au grand cœur, mais plutôt maladroits et surtout fraîchement dotés de super pouvoirs. Krypto les super animaux se déchaînent avec un humour souvent très drôle, plusieurs punchlines dans les dialogues et blagues méta parodiant l'univers de Batman et ses potes. Et c'est tout. Le doublage est vraiment pas fou avec un Denis Brognard en Lex Luthor qui est aussi oubliable qu'incompréhensible, une Muriel Robin en Lulu qui me sortait par les oreilles, et que dire de Soprano en Chip l'écureuil qui à chaque fois que je l'entendais me faisait saigner les oreilles tellement qu'il détruit le personnage alors qu'il pourrait être super attachant. S'ajoutent à cela des discussions incroyablement osef prenant la forme d'une morale surexplicative sur le pouvoir de l'amitié et qu'on nous sert au moins 15 fois tout le long du film. Et que dire du désintérêt total pour les rôles secondaires qui sont très ordinaires. Ils n'existent que pour une scène clé avant de disparaître à l'arrière-plan le reste du film. Faire exister tous les membres d'une équipe est une difficulté dans ce genre de film et Krypto et les super animaux se plantent complètement sur ce point. Au final, Krypto et les super animaux s'adressent plutôt à un public adulte qu'à un public enfant puisqu'ils demandent d'avoir une connaissance des films précédents du DC Universe pour comprendre la logique. Cela reste quand même un bon divertissement qui rend hommage aux personnages du DC Universe, mais ça reste oubliable et anecdotique. Très efficace le bouclier, ça doit être extrêmement douloureux. Quelqu'un veut échanger ses pouvoirs? Film suivant et pas des moindres. Thor 4. Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas un homme ordinaire. Film réalisé par Taika Waititi, réalisateur de Thor Ragnarok et Jojo Rabbit, il nous livre le 4e opus des aventures du dieu Thor d'Asgard, et c'est tout simplement pas joli. Dans ce 4e opus, nous retrouvons Thor en pleine introspection et en quête de sérénité. Sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gore, qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gore à la vengeance et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Du coup, on retrouve Thor là où on l'avait laissé dans Avengers Endgame, c'est-à-dire complètement paumé et envie d'être aimé, adulé par tout le monde. En gros, pour la 3e fois de son existence, Thor est rebooté et c'est la fois de trop. Car on nous livre un personnage fade, creux et chiant, avec un humour plus que lourd et surtout qui ne fait plus effet. Du coup, Thor devient ridicule, Jane Foster a toute la fausse bonne idée et Gore est mal écrit, hormis la scène d'intro. Heureusement, Christian Bale, qui joue le rôle du boucher des dieux, arrive à faire évoluer son personnage entre le début et la fin du film, mais ça, c'est dû à son interprétation et non à la profondeur de son personnage. Vous l'aurez compris, Thor 4 est ma grosse déception de ce mois de juillet, sachant que j'en attendais beaucoup, vu que le MCU a décidé de changer un peu de fusil d'épaule et d'être un peu plus sérieux. Bah, c'est complètement loupé, et surtout que personnellement je suis dégoûté car la première fois de ma vie j'ai pu aller au Grand Rex à Paris et c'était pour Thor 4, donc comment vous dire ma déception totale. Tu as une chose pour laquelle te battre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire, même si j'ai cassé un peu du sucre sur le dos de ces 4 films. Mais vous inquiétez pas, un format du même genre arrivera au mois d'août avec pas mal de films dont il faut que je vous parle, mais qui ne valent pas une vidéo complète. Surtout, abonnez-vous à la chaîne, partagez sur tous les réseaux et explosez la barre des likes. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao! Eh bien, souscrivez un abonnement.